La chasse au gaspillage à la Sécu, la Caisse des Yvelines refuse désormais de rembourser tous les actes de prévention. Grève générale dans la fonction publique le mardi 10 octobre. La Bourse de Paris en pleine déprime à son plus bas niveau depuis le 17 mars. En Suède, le procureur donne son feu vert pour l'extradition de l'Algérien Abdelkrim Deneche, soupçonné d'être impliqué dans l'attentat du RER Saint-Michel. En tennis, dans la rencontre opposant la France au Maroc pour les barrages en Coupe Davis, Cédric Colline donne difficilement un premier point pour la France. En fin de journal, une exclusivité France 2, le tout dernier clip de David Bowie. Madame, Monsieur, bonsoir, où l'on reparle du trou de la Sécu. Cette fois, c'est la Cour des comptes qui dénonce, dans un rapport officiel révélé par nos confrères Les Échos, l'opacité de la gestion des finances des caisses maladie et reproche surtout aux gouvernements successifs d'avoir laissé filer les déficits, se contentant de boucher les trous régulièrement. Pour économiser les dépenses de santé, les responsables de la Caisse des Yvelines ont eu une idée révolutionnaire, mais hautement contestable peut-être, ne plus rembourser les actes de prévention, comme par exemple les vaccins anti-grippe pour les moins de 60 ans. Reportage Laurent Bailly, François Granier. Je considère ça peut-être un petit peu injuste quelque part. Je pense que c'est très dommage et que le médecin va en tirer plus profit que le client. Moi, ça me semble pas très normal et pas très humain, quoi, tout simplement. Dans les Yvelines, on accueille plutôt mal la décision de la Caisse d'assurance maladie de ne plus rembourser les soins et médicaments destinés à prévenir la maladie et non pas à la guérir. Dans le collimateur de la Sécu de Versailles, les abonnés au check-up à répétition, mais aussi les amateurs de vaccins anti-grippe avant 60 ans par exemple. Officiellement, il s'agit juste d'appliquer la loi à la lettre et non pas de vouloir rembourser moins bien les assurés. Ce n'est certainement pas de rembourser moins. Nous, notre objectif, c'est de simplement rembourser ce que nous devons. Vous allez chez le médecin pour vérifier que vous êtes en bonne santé afin de souscrire une assurance vie. On ne peut pas dire que la sécurité sociale doive prendre en charge un acte de cette nature. Vous voulez aller vous faire ausculter pour voir si vous pouvez faire du sport. Ça non plus, ça n'est pas remboursable. Ce document, distribué aux médecins dans les Yvelines, leur demande donc de faire le tri dans leurs ordonnances entre les soins remboursables et ceux qui ne le seront plus. Un nouveau dispositif approuvé par certains médecins, mais très contesté par d'autres. Ça me semble aberrant, au nom de l'économie aujourd'hui, de vouloir ne plus rembourser les vaccins pour se retrouver cet hiver avec des tas de grippe et puis dans 10 ans avec des polios, avec, que sais-je moi, de la tuberculose, pourquoi pas. Pour l'instant, cette initiative concerne seulement les Yvelines. Mais d'autres départements pourraient demain suivre cet exemple. Rassurons tout de suite nos chers aînés, le vaccin anti-grippe reste gratuit partout pour les plus de 70 ans. Ce vaccin, destiné donc en priorité aux quelques 6 millions de personnes âgées, sera disponible dans les pharmacies à partir du 3 octobre, alors que les autorités médicales s'inquiètent au contraire d'une relative désaffection pour cette vaccination. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Michel Janoulatos. La grippe attaque en novembre quand il commence à faire plus froid, mais c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner. Un vaccin destiné en priorité aux personnes âgées, pour qui d'ailleurs il est gratuit. Étant donné mon âge, quand on est vieux, il faut le faire, alors je le fais. Indispensable aussi pour les malades atteints d'infections graves et fortement conseillé aux adultes qui n'ont jamais été vaccinés. La grippe est une maladie qui peut être grave. Elle est contagieuse et l'an dernier, elle a cloué au lit 4 millions de Français. C'est une maladie pour laquelle il n'existe pas de thérapeutique. Une fois la maladie déclarée, il existe maintenant un certain nombre de molécules qui ont une action préventive de l'infection, mais rien ne remplace jusqu'à maintenant la vaccination qui, elle seule, permet quand même de protéger l'individu. L'an dernier, les Français se sont moins fait vacciner que les années précédentes, surtout les personnes âgées. C'est pourquoi la Caisse nationale d'assurance maladie lance une campagne d'incitation. Benjamin, tu vas être privé de papy. Mais j'ai rien fait. Il ne s'est pas fait vacciner, il a attrapé la grippe. C'est grave, il faut qu'il se soigne. Eh ben moi, quand je serai papy, je me ferai vacciner. Le virus connaît quelques modifications d'une année sur l'autre. Pour se protéger, il faut se faire vacciner au moins tous les 5 ans. S'il survient une épidémie grave, la vaccination en diminuera les conséquences. L'enquête sur les attentats terroristes en Suède, le procureur a donné aujourd'hui un avis positif à l'extradition vers la France de l'Algérien Abdelkrim Deneche, soupçonné d'être impliqué dans l'attentat du RER Saint-Michel. Une première étape dans une procédure qui s'annonce encore assez longue. Pascal Doucet.
Jan Danielsson croit toujours à la Libye d'Abdelkrim Deneche, mais Jan Danielsson est quand même favorable à son extradition. Paradoxal, pas tant que ça. Le procureur en chef du royaume suédois a toujours dit qu'il examinerait le texte de la demande française d'extradition, et rien que le texte. Une simple analyse de procédure. En substance, débrouillez-vous avec le dossier Deneche, je ne suis plus concerné. De toute façon, l'avis du procureur n'est que consultatif, c'est à la Cour suprême, puis au ministre de la Justice de décider. D'autre part, le juge Ricard et les policiers français vont enfin pouvoir examiner eux-mêmes la montre et les paires de lunettes du suspect. Le gendarme breton, qui dit avoir vu Deneche dans le RER le 25 juillet, quelques minutes avant l'explosion, a été très précis dans sa description de la montre. Il va donc pouvoir confirmer ou infirmer ses dires. Enfin, la Suède accepte de laisser examiner par les Français l'ordre de virement postal que Deneche dit avoir signé dans ce bureau de poste de la banlieue sud de Stockholm le jour des faits. Quant à Deneche lui-même, sera-t-il simplement expulsé vers un pays tiers ou extradé vers la France? Rien ne permet aujourd'hui de faire un pronostic. Ajoutons qu'à la demande du juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, un Algérien de 33 ans, Ali Chami, chef présumé d'un réseau du GIA en Allemagne et arrêté dans ce pays au mois de mars, a été extradé aujourd'hui vers la France où il a été écroué. Morosité persistante à la Bourse de Paris. Le CAC 40 est repassé sous la barre des 1800 points avec une nouvelle perte aujourd'hui de 3,4% à son plus bas niveau depuis le 17 mars. La bourse est victime des turbulences monétaires dont nous parlerons tout à l'heure, mais aussi et peut-être surtout du contexte politique et budgétaire français. Reportage Florence Dupas, Denis Pardano. Dominique, tu peux vendre 500 gains à 47 s'il te plaît. Vendez, c'était le seul mot qu'on entendait à la Bourse de Paris aujourd'hui. Résultat, une baisse de 3,4%. La bourse est au plus bas depuis 6 mois. Sur le banc des accusés, le dollar, qui en 24 heures est repassé en dessous des 5 francs. Il entraîne dans sa chute le franc, qui s'affaiblit face aux marques. Le ministre allemand des Finances ayant semé le doute sur la volonté de l'Allemagne de parvenir à la monnaie unique, les investisseurs craignent une nouvelle crise monétaire. Toutes les places européennes broient du noir. Paris, plus que les autres, elle a ses propres problèmes. Il existe une autre raison plus franco-française, une défiance des investisseurs, tant français qu'internationaux, en face des projets du gouvernement qui n'auraient peut-être pas, sinon la volonté, au moins la capacité de réduire les dépenses publiques. Et dans ces conditions, je crois que la plupart des investisseurs s'inquiètent de la tenue des taux d'intérêt français, puisque les taux d'intérêt sont directement liés à la réduction des dépenses. Depuis un mois, le marché parisien a perdu près de 8%, alors que toutes les autres places ont fortement progressé. Une déprime qui n'est pas partagée par le Premier ministre, Alain Juppé. Oh, la bourse, ça va, ça vient. Ça remontera, merci. Ça remontera, c'est aussi le souhait des chefs d'entreprise. Lieu de spéculation, certes, la bourse est aussi l'endroit où les sociétés trouvent les capitaux pour financer leur développement et créer des emplois. Dans le même temps, la chute du dollar s'amplifie et accroît les désordres monétaires. La Banque de France, la Banque d'Espagne et la Banque d'Italie sont intervenues aujourd'hui pour soutenir leurs monnaies respectives. Et c'est dans ce contexte monétaire quelque peu chahuté que les 15 chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent ce week-end dans un luxueux hôtel des Baléares en Espagne pour une explication à huis clos. Jacques Chirac va devoir faire face à la grogne de ses partenaires européens, notamment sur les accords de Schengen ou encore les essais nucléaires. Sur place pour France 2, Christian Marimono, Bernard Connor. Le Premier ministre espagnol Felipe González a réuni dans la bonne humeur ses homologues européens. La traditionnelle photo de famille était réussie, même si elle cache mal les divergences entre eux. Certes, l'entente franco-allemande n'a pas trop souffert des récentes initiatives françaises. Ce qui est moins le cas entre la Suède et la France. Le Premier ministre Jan Carlsson aurait bien voulu dire 2 mots au président Jacques Chirac à propos de nucléaire. Même initiative de la part de Greenpeace. Les écologistes étaient au large de Majorque pour se rappeler au bon souvenir de la France. Mais la garde civile espagnole était vigilante. Un mini-sommet informel certes, mais sous haute protection tout de même, car le terrorisme fait partie des préoccupations communes. Et comme dans toute réunion de famille, les sujets délicats ont été abordés. La monnaie unique, l'organisation, l'élargissement de l'Europe. Mais cette rencontre a surtout braqué les projecteurs sur le président Jacques Chirac. Les essais nucléaires, le renforcement des contrôles des frontières ont quelque peu entamé le crédit européen de la France. Consolation pour Jacques Chirac devant la Cour internationale de justice. La France a remporté une victoire juridique. Les sages de La Haye ont en effet rejeté la plainte de la Nouvelle-Zélande concernant la reprise des essais français dans le Pacifique.
Pendant que Jacques Chirac passe un week-end laborieux aux Baléares, son prédécesseur à l'Élysée, François Mitterrand, est lui aussi dans une île française qui porte bien son nom, Belle-Île, où l'ancien chef de l'État profite des derniers rayons de soleil de l'été en compagnie de l'ancien ministre Georges Kijman et de son fidèle Labrador. Le Sénat procède dimanche à l'élection ou à la réélection de 117 de ses 321 membres. Le Sénat est, vous le savez, renouvelable par tiers tous les 3 ans. Ce scrutin devrait permettre le retour sur la grande scène de quelques poids lourds de la politique, Michel Rocard, Robert Badinter ou encore Charles Pasqua. Les sénateurs sont élus pour 9 ans et les places sont chères car le palais du Luxembourg, sans être tout à fait un palais, est une maison très très confortable. Visite guidée en compagnie de Jeff Wittenberg et Christian Houtin. C'est peut-être parce qu'une fois élus, ils vont passer 9 ans de leur vie entre ces murs, c'est bien long, que les sénateurs sont si attachés à leur maison. Dans un des palais les plus fastueux de la République, où les toiles de maître, les tapisseries anciennes côtoient, de salle en salle, les livres précieux, les objets rares, au cœur de Paris, l'occupant des lieux ne boude pas son plaisir. Et regardez si c'est beau, ce jardin est superbe. Vraiment, c'est une des fiertés du Sénat. J'avais à Saint-Étienne un vieux maire, quand j'étais adjoint au maire de Saint-Étienne, qui disait « Quand tu mets des tapis par terre, les hommes crachent pas dessus ». Jusqu'au système antique de réception des messages au Sénat, tout respire la tradition. Les bonnes manières en font partie, comprenez qu'on est entre soi. On s'entend assez bien. Il y a un aspect club. Il y a un aspect club, oui. C'est peut-être explicable par la durée. Oui, puis les tapis, puis l'âge. Faut beaucoup de choses. Là. Il est jeune, alors il peut parler. Au revoir, mon cher président. À bientôt. Mais à l'image de ces installations sportives, le Sénat d'aujourd'hui se veut moderne et actif. Même rythme, même travail sur les textes du gouvernement. Et si au final c'est l'Assemblée qui a toujours le dernier mot dans le vote de la loi, les membres de la Chambre haute défendent jalousement leur pouvoir. L'Assemblée nationale, qui exprime l'opinion publique, quelquefois dans ses excès, a besoin qu'une seconde chambre, élue différemment, atténue ses excès. C'est-à-dire qu'à la voix de la passion s'ajoute la voix de la raison. Vous savez, très souvent, on parle des députés en ignorant totalement le Sénat. C'est vrai que nous nous sentons un petit peu oubliés, oui, c'est vrai. Mais enfin, finalement, pour vivre heureux, vivons cachés. Cette discrétion, près de 700 candidats, un record, se disputent le droit d'y accéder. Parmi eux, Alain Peyrefitte, Michel Rocard ou Robert Badinter, le Sénat fait recette. 117 élus dimanche en retrouveront ou en découvriront les charmes. L'ensemble des syndicats de fonctionnaires ont confirmé aujourd'hui leur appel unitaire pour le 10 octobre à une grève de toute la fonction publique. C'est la première fois depuis près de 10 ans qu'une telle unanimité est observée chez les 7 fédérations de fonctionnaires. Commentaire de Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT. Le gouvernement récolte ce qu'il a semé après avoir pris le risque de faire passer les fonctionnaires pour des boucs émissaires. La guerre en Bosnie, la chaîne américaine NBC a confirmé les informations données confidentiellement par Charles Millon devant une commission du Sénat à Paris. Des commandos ont bien tenté à 3 reprises de porter secours aux 2 pilotes français abattus le 30 août au-dessus de Palais en Bosnie. Précision avec Jacques Merlino. À Palais, le fief des Serbes de Bosnie, tout le monde se dit au courant des moindres détails de la capture des 2 pilotes français. Tout le monde le dit, mais sous le manteau, et aucune déclaration officielle n'est présentée. Selon ces rumeurs, qui sont persistantes et relativement précises, les 2 pilotes auraient été faits prisonniers par des paysans qui auraient suivi en plein jour la descente des 2 parachutes. Ils auraient même tiré sur eux, déchirant ainsi l'un des parachutes, et l'un des pilotes aurait fait un atterrissage brutal, se cassant une jambe. Les 2 hommes, dont on dit qu'ils ont 26 et 29 ans, auraient été ensuite remis à la police et soignés pour une nuit dans l'hôpital de Palais. C'est là qu'ils auraient été interrogés par le général Mladic. Les 2 Français auraient demandé s'ils pouvaient être traités comme des prisonniers de guerre. Le général Mladic aurait répondu « Pour moi, vous êtes morts brûlés dans l'avion ». Menace ou boutade cynique, on n'en sait rien. Toujours est-il que les 3 opérations de commando héliportées les 5, 6 et 7 septembre n'ont rien donné, ce qui semble confirmer que les pilotes français seraient aujourd'hui prisonniers et gardés dans un lieu bien protégé. On dit même qu'ils seraient dans le QG souterrain du général Mladic à Han Pijesak. Encore une fois, aucune de ces informations n'est officielle, mais l'amiral Leighton Smith, commandant de l'OTAN pour ces opérations, faisant le point aujourd'hui, n'a opposé aucun démenti.
En France, près d'Agde dans l'Hérault, 5 personnes ont été tuées la nuit dernière à la suite d'une collision entre leur voiture et un train. Cela sur un passage à niveau dont les barrières semblaient pourtant baisser selon les premiers éléments de l'enquête. Le train a percuté cette voiture à 150 km/h et il a parcouru 1 km avant de pouvoir s'arrêter. Conséquence imprévue du plan Vigipirate déclenché aux frontières, 16 000 doses d'ecstasy d'une valeur marchande estimée à 3 200 000 francs ont été saisies, entre autres, par les douaniers de Nice dans le véhicule de 2 Italiens. Alban Micosi. C'est presque un coup de hasard, mais c'est un coup de maître. De quoi alimenter le marché de la drogue dans les discothèques pendant quelques longs mois. Les douaniers en ont eu pour l'après-midi à compter et sous-peser. Bilan, c'est la plus grosse saisie de l'histoire entre la France et l'Italie. Il y a 15 686 cachets et 20 grammes de cocaïne. Et environ 4 sachets d'herbe de cannabis. Près de 16 000 doses d'ecstasy donc. À l'origine, les douaniers recherchaient des armes ou des explosifs dans le cadre du plan Vigipirate. Contrôle de routine à bord d'une voiture immatriculée en Italie. Et là, c'est la surprise. Vigipirate a été un espèce de catalyseur, puisqu'actuellement, dans ce cadre-là, nous faisons des saisies de stupéfiants telles que celles qu'on vient d'évoquer, qu'on n'avait pas faites jusqu'à présent dans les Alpes-Maritimes. Bon, pour autant, on estime à 10% seulement la quantité de drogue saisie en France par rapport à ce qui circule tous les ans. Autant dire qu'avec le renforcement des contrôles prônés par le gouvernement, de prochaines saisies spectaculaires pourraient survenir très rapidement. Les homosexuels, pomme de discorde entre la mairie de Paris et les élus de gauche. Je m'explique que les maires des arrondissements conquis par la gauche en juin lors des municipales ont en effet décidé de décerner des attestations de vie commune à toute personne qui en ferait la demande, quelles que soient ses préférences sexuelles. Jean Tibéry a rappelé à l'ordre les maires d'arrondissement, estimant qu'ils ne sont pas habilités à signer des certificats de vie maritale. Le maire de Paris souhaite qu'une loi mette rapidement les points sur les i de concubinage. Reportage Jacques Cardoz. L'égalité des droits et le droit d'aimer, voilà ce que réclame depuis longtemps la communauté homosexuelle. Depuis ce matin, certains d'entre eux peuvent enfin bénéficier d'un certificat de vie commune, mais pour Patrick, il ne s'agit que d'une première étape. C'est un petit pas, mais il faut absolument aller plus loin. C'est-à-dire qu'on doit absolument avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels, voire un droit au mariage, voire un droit au contrat d'union civile, au contrat de vie sociale, ou au contrat que nous, on pourrait proposer, les associations d'homosexuels, parce que évidemment, nous ne sommes jamais interrogés là-dessus. Or, on a vraiment notre mot à dire. À Paris, les 6 maires d'arrondissement de gauche viennent de décider l'attribution de ces certificats de vie commune. Pour le moment, les demandes sont reçues et transmises au maire. Mais pour que les documents soient établis, remis aux intéressés, il faut encore quelques jours, de façon à ce que tout ça soit parfaitement bien préparé. Certificat de vie maritale, c'est illégal. La Cour de cassation, à 2 reprises, a déclaré que ça ne pouvait pas s'appliquer aux homosexuels. C'est un problème de droit, donc je regrette que des maires entrent dans l'illégalité. Actuellement, il existe donc un vide juridique et ce pourrait être en définitive au Parlement de se prononcer afin de savoir si les couples d'homosexuels peuvent obtenir les mêmes avantages que les couples hétérosexuels. En Inde, une vague de ferveur religieuse a saisi la capitale, New Delhi, et a gagné une grande partie de ce pays. Une rumeur s'est en effet propagée selon laquelle le dieu Ganesh et d'autres divinités hindoues buvaient le lait qui leur était offert. Ayant eu vent du miracle, entre guillemets, des millions de fidèles se sont précipités dans les temples en Inde, mais aussi à l'étranger, comme par exemple en Angleterre. Reportage de notre correspondant à Londres, Bernard Lebrun. Il en est ainsi depuis l'aube, depuis que la rumeur venue de l'Inde s'est répandue en Grande-Bretagne où vivent 800 000 Indiens hindouistes. Une queue de 500 personnes s'est maintenue toute la journée devant ce temple de l'ouest de Londres. Une queue joyeuse, recueillie, stupéfaite et parfois crédule. Je viens de sortir du bureau où je suis un comptable agréé. Normalement, je suis une personne très sceptique, alors ce miracle, je vais le vérifier par moi-même. Les gens disent que c'est très fort et je suis disposé à le croire, parce que le seul fait que tout le monde est accouru ici veut forcément dire qu'il se passe quelque chose. C'est pour cela que j'ai amené ma bouteille de lait. La bouteille, c'est peut-être beaucoup. Un miracle, pour qu'il se réalise, il faut d'abord y croire, il est vrai. Ici, la statue du taureau sacré Nandin, monture de Shiva, semble rassasiée. Effet d'optique ou non, la cuillère semble s'être
légèrement vidé. C'est la première fois de ma vie que je l'ai vu de mes propres yeux et que je l'ai vécu. Et en étant probablement le premier de toute l'Angleterre à l'observer, j'ai l'impression que c'est moi que le dieu Shiva a choisi. On l'aura compris, le bonheur procuré est l'essentiel, comme ici en Inde où tout a commencé hier dans la banlieue de Delhi. Plus convaincant, l'éléphant divin Ganesh semble consommer avec ivresse les offrandes de ses fidèles, signes des temps ou des dieux. Mais le phénomène a pris une telle ampleur que le continent indien est en passe de manquer de lait. Et maintenant une petite devinette. Dans quelle capitale existe-t-il un musée intitulé bizarrement « Musée de l'alimentation publique » Réponse Moscou, vous avez gagné un blinis. Ce musée assez étonnant a été ouvert à Moscou donc en 1975 en pleine ère de glaciation brejnevienne. Visite guidée en compagnie de notre correspondant permanent Dominique Derda. Les cars de touristes ne s'arrêtent jamais ici. Le musée d'ailleurs, depuis l'effondrement de l'URSS, ne figure même plus dans l'annuaire de Moscou. Ivan Petrovitch Gourianov, guide bénévole, est bien l'un des rares à connaître encore par cœur les noms et les faits de gloire de ces illustres anciens. Ils n'étaient pourtant pas tous membres du parti ou vaillants soldats de l'armée rouge, non, ils étaient comme lui cuisiniers ou directeurs de restaurants d'État. Nous sommes au musée de l'alimentation publique, que ne fréquentent plus guère parce que c'est au programme et donc obligatoire que les étudiants des écoles d'hôtellerie. Il n'y a pourtant qu'ici que l'on mesure la véritable fascination que l'Occident a pu exercer sur l'Union soviétique. Car comment expliquer autrement que de généreux donateurs aient offert à ce musée des objets aussi précieux et aussi rares que quelques sous-verres en carton, une poignée de vieux bretzels, des bougies d'anniversaire, des pics en plastique, ou encore un couteau à découper les zestes d'orange qu'un espion de haut vol a dû en son temps ramener d'un voyage au-delà du rideau de fer. Ça, sous l'aluminium, c'est une pomme de terre. Pour accéder au sein des saints, à la salle du trésor, il nous a fallu d'abord amadouer la concierge. Et ce ne fut pas facile. Mais Ivan Petrovitch a su trouver les mots. Car de tous ces plats, reproduits à l'identique par des artistes de talent, moulés comme des œuvres d'art et peints à la main, il n'est pas peu fier. Vous avez là le meilleur des plus infâmes cantines de toute l'Union soviétique. Dans le monde, il existe 3 cuisines, l'européenne, la russe et la chinoise. Si la cuisine russe n'est pas connue, c'est parce qu'elle fut, comment dire, assignée à résidence. Toutes ces médailles sont celles du fondateur du musée, Nikolaï Korchounov. Auparavant, pendant 14 ans, il fut le grand maître des réceptions du Kremlin sous Staline. Korchounov devait être un employé modèle, et il a eu de la chance, car d'autres cuisiniers ont fini au goulag. Staline, avec son personnel, était un peu soupe au lait. Et c'est maintenant le moment de notre film X, puisque nous allons parler de l'école polytechnique. Catastrophe pour les machos, c'est encore une jeune fille qui est cette année majeure de promotion de cette prestigieuse institution militaire, où l'on observe depuis 23 ans une montée en puissance du sexe dit faible. Reportage Chantal Kimerlin, Didier Rancoeur. C'est elle qui passe et laisse les garçons sur le carreau, loin derrière. Vous êtes la première ? 52 filles entrent dans le rang avec la même discipline que les 350 garçons de la promo 95. On reprend à partir d'ici, à partir des désignations d'objectifs sur les binômes. Allez. Consommation, admi-chargeur au coup par coup. Pendant 3 semaines, parcours du combattant, bivouac, topo, combat, on apprend à devenir élève officier. Qu'est-ce que ça vous apprend? À faire la guerre. À vivre en communauté, à se fouiller dans la boue. Sous le casque, rien que des cerveaux classés X. Et dans leur besace, des mentions très bien au bac et quelques 5 ou 6 tickets d'entrée pour les plus grandes écoles. Alors, un an d'armée, c'est presque un jeu. Pour moi, c'est vraiment un grand bol d'air. Je regrette pas du tout de passer par le service militaire. Futurs chercheurs, ingénieurs, patronnes de banque ou d'industrie, hauts fonctionnaires, ces jeunes filles-là sont prêtes à tout pour réussir et toujours avec technique et compétences. Franchement derrière. Elles ont à cœur de faire comme les garçons, s'adapter. Et comme les filles à âge égal ont une maturité un peu supérieure, parfois elles le vivent mieux. Affirmatif, colonel. Autour des belles X7, surnommées chameaux, qu'on prenait à 2 bosses, les camarades de promotion dits cocons s'affolent peut-être, sans toutefois s'inquiéter de la percée des filles à Polytechnique. Donc ça va être 1% ou
ou 0,5%, etc., on va arriver à un moment où de toute manière, il y aura le nombre maximal de filles. On peut toujours se rassurer. Aujourd'hui, aucune probabilité mathématique n'avance qu'un jour les filles seront majoritaires à l'X. Alors restons-en à la cohabitation heureuse d'une fille pour 8 garçons. Sport toujours, et tout d'abord au tennis, les Français jouent leur avenir en Coupe Davis contre le Maroc en match de barrage pour se maintenir en première division de cette compétition prestigieuse. Cédric Pioline a donné son premier point à la France en battant très difficilement Karim Alami. Commentaire François Brabant. Franchement, il n'y a plus de respect. La danse qui l'a rendu célèbre, Yannick Noah se l'est fait détourner un instant par le turbulent public marocain, le temps pour Karim Alami de mettre le feu sur la piste. Après avoir cédé le premier set de justesse, le numéro 1 marocain a survolé le deuxième 6-1. Inutile de dire que les tribunes ont immédiatement fêté ça, une ambiance bien sympathique, sauf pour Pioline, évidemment. Lassé de se voir réclamer une chanson, le Français se décide à bouger. Et comme Alami perd un peu les pédales, Pioline se détache. Victoire en 4-7, victoire laborieuse, mais victoire quand même. Pioline donne le premier point à la France, mais c'est difficile de jouer en musique. Lorsqu'on est prêt à servir, ils font du bruit, donc il n'y a jamais de rythme. Et ça perturbe un petit peu ce dont on a l'habitude dans les tournois traditionnels. Et encore, quand on gagne, c'est supportable. Mais quand, comme Arnaud Beuch, on tombe sur un adversaire déchaîné, ça ne perturbe plus, ça mine. Younes El-Enaoui n'a pas commis les erreurs de son coéquipier. Lui a été très solide, pendant 2 sets surtout, remportés tous les deux 7-5. Et puis, alors que tout semblait perdu, Beuch s'est réveillé pour mener à son tour dans le 3e set. La première journée n'est pas encore terminée et tout est encore à décider entre la France et le Maroc. Ça sera en tout cas pas simple. Dans l'autre match, Arnaud Beuch est mené actuellement 2-7-1. Au Tour d'Espagne cycliste, victoire de l'Italien Baffy, Laurent Jalabert est toujours en jaune. En Formule 1, les dernières chances pour Damon Hill d'un titre mondial passent par une victoire impérative au Grand Prix du Portugal dimanche. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien pour le champion britannique qui a réalisé le meilleur temps lors des premiers essais officiels. Grâce aux mini-caméras installées sur les monoplaces, le spectacle télévisé est beaucoup plus spectaculaire qu'auparavant. Mais lors du dernier Grand Prix, la caméra embarquée sur la voiture d'Alesi s'est décrochée et elle a contraint son coéquipier Berger à l'abandon. Avec nos envoyés spéciaux, Laurent-Frédéric Bollet et Jean Cornu, l'épreuve par l'image. Impensable il y a 10 ans, ce genre d'image est désormais classique en Formule 1. L'impression est saisissante, la sensation de vitesse impressionnante. Tout ça grâce à un impendice de plastique qui pèse 700 grammes et qui n'est ni plus ni moins qu'une caméra. Toutes les meilleures voitures en sont équipées et c'est la FOCA, l'association des constructeurs, qui gère l'organisation des Grands Prix, qui les installe au nom d'un meilleur spectacle. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une mésaventure, Gerhard Berger s'en souvient. C'était il y a 15 jours, au Grand Prix d'Italie, la caméra embarquée à l'arrière de la Ferrari d'Alesi se détache et vient heurter la suspension avant de l'autre Ferrari. Abandon pour l'Autrichien et abandon pour le Français quelques tours plus tard. Les débris de cette caméra maudite sont visibles là aussi. Oui, il y avait de quoi ne pas être content chez Ferrari. Malheureusement, une fois que le mal est fait, donc il faut essayer d'y remédier de manière à ce que ça ne recommence pas. Donc la FOCA a bien réagi, la FOCA, dans l'intérêt de toutes les équipes, a trouvé des solutions beaucoup plus solides. Donc maintenant, il faut tourner la page et puis penser au prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, c'est donc celui du Portugal, dimanche. Caméra embarquée plus solide, les télévisions ne se plaindront pas du spectacle et même les pilotes sont amenés à zapper sur les images proposées. Schumacher constate ainsi que c'est Damon Hill qui a réalisé le meilleur temps provisoire devant Coulthard et lui-même. Les Ferrari sont 4e et 5e. Vidéo toujours, mais dans votre salon avec une nouveauté, un lecteur de CD numérique qui présente l'avantage de remplacer à la fois le magnétoscope, le lecteur de compact disque et l'ordinateur familial, mais qui hélas ne sèche pas encore le linge. Une coproduction franco-japonaise que nous présentent Romuald de Bonan et Gilles Dobelard. Vos films fétiches en cassette vidéo, même les plus récents, seront bientôt des pièces de musée, poussées à la retraite par les disques laser et la technologie numérique. Car l'été prochain, une révolution mondiale va secouer les rayons des magasins de matériel audiovisuel, informatique et électronique destinés au grand public. Une révolution venue du Japon.
entièrement contenu dans ce boîtier et surtout dans ce compact disque nouvelle génération. Il ne s'agit pas d'un seul disque comme on peut le croire ici, mais de 2 disques pris en sandwich. Ceci permet sur un seul disque, qui a le même format que le disque audio, de faire tenir jusqu'à 30 fois plus d'informations que sur un CD audio ou sur un CD-ROM. Quelques grammes de plastique qui pourront contenir un film de plus de 2 heures et en 5 langues différentes, mais aussi le jeu vidéo du film, sans compter toute une banque de données informatiques comme les biographies des acteurs ou des explications sur le tournage. Bref, le lecteur de compact disque audio du salon, l'ordinateur multimédia de papa, mais aussi le magnétoscope familial, tout cela remplacé par un seul et même outil, avec une qualité d'image et de son presque parfaite. Il y avait des disques vinyles dans le temps, on est passé au disque compact, on était passé à la cassette analogique avant. Il est clair qu'aujourd'hui nous passons de l'analogique au numérique. Donc on ne peut pas freiner ce mouvement, il faut vivre avec. Et ce marché promet d'être juteux pour les industriels à tel point que les plus grandes marques concurrentes, asiatiques, européennes et américaines, ont décidé pour la première fois de travailler ensemble et de proposer un seul et même standard. Mais consommateurs, attention. Ceux qui sont possesseurs des magnétoscopes traditionnels, eh bien, s'ils veulent opter pour ce nouveau matériel, pour ce nouveau confort, vont devoir investir une somme qui sera nettement supérieure au magnétoscope, dont les prix actuels varient autour de 3 000 à 4 000 francs pour avoir un bon appareil. Donc ceux qui ont une vidéothèque, il va falloir qu'ils la refassent de fond en comble. Ce prototype révolutionnaire n'équipera pas le grand public avant l'an 2000. D'ici là, vos cassettes et vos CD vous offriront encore quelques bons moments. Une confirmation dans l'industrie mondiale de la vidéo, le groupe Time Warner et le groupe de Ted Turner devraient bientôt fusionner et former le premier groupe mondial de communication avec 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce groupe Time Warner TBS aura un poids supérieur à l'ensemble formé par Walt Disney et la chaîne ABC qui ne pèse seulement que 16 milliards de dollars. Mais attention, tout cela ne se fera pas avant au plus tôt 1996. Vidéo toujours avec en exclusivité pour France 2 et cela grâce à Louis Carzou et Isabelle Acide, le tout dernier clip de David Bowie illustrant son nouvel album One Outside où David Bowie a retrouvé Brian Eno. Il faut bien le reconnaître, depuis une dizaine d'années, les réunions de fans tournaient au cauchemar. David Bowie s'était égaré entre Top 50 et Machines à danser. Fini les vainglorieuses du Thin White Duke, terminé les envolées berlinoises et les dérapages de vestiaire. Hello, Space Boy. Mais cette fois, ça y est, l'éclaircie est finalement venue avec Outside, album ténébreux à souhait où se bouscule une demi-douzaine de personnages nommés David Bowie. There's always a diamond friendly sitting in the Live Hotel. The heart's filthy lesson. Outside as being a word that had a lot of connotations attached to it. That it could represent being on the edge of society, or maybe it represented the way that Brian Eno and I work, which is kind of taking things that are usually in the area of avant-garde or on the outside of the mainstream. The content was really about how it feels to be alive now. Going on from that, our overall ambition is to create a series of albums that go through till the 21st century. Compositeur, chanteur, comment préférez-vous qu'on vous appelle? Writer, a singer, frequently. I just want to be called back. Don't we all? No, not yet. No, not yet.
Comme une tournée mondiale et peut-être même une exposition de ses tableaux à Paris. Bref, c'est sûr, cette fois David Bowie a enfin retrouvé l'éclat d'une étoile. Sa dernière pièce art avec Pierre Arditi, Michel Blanc et auparavant Fabrice Lucchini a déjà été applaudie par plus d'1 million de spectateurs. Yasmina Reza est devenue avec cette pièce l'auteur le plus célèbre du théâtre français contemporain. Ce phénomène, entre guillemets, vient d'écrire un nouveau texte, L'homme du hasard, monté en ce moment au théâtre Hébertot avec sur scène Françoise Fabian et Michel Aumont. L'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme dans un train, mais en fait, vous allez le voir, c'est beaucoup plus mystérieux que cela. Reportage Thierry, Jacques Girard. Il y souffle le froid et le chaud pour une histoire aigre-douce. La dernière pièce de Yasmina Reza, L'homme du hasard. Personnage essentiel, le décor, voulu par le peintre Charles Maton. Un train, un banal compartiment, rendu plus mystérieux par une astuce. J'ai tenté de prendre le wagon comme on ouvre un fruit, un abricot, quoi, de l'ouvrir comme ça, de manière à avoir les deux couloirs. L'âme du décor, le texte de Yasmina Reza. Précis, concis, rêveur. Succès foudroyant l'an dernier avec Art, nouveau texte et nouvelle interrogation sur la création. Est-ce que l'œuvre ressemble à la personne qui la fabrique? Est-ce qu'on a intérêt à connaître l'auteur? Est-ce qu'on a intérêt à connaître le créateur? Je pense que c'est une des vraies thématiques de la pièce. Est-ce qu'on doit rencontrer les gens dont on tombe amoureux à travers leurs œuvres? Elle, Françoise Fabian, elle a lu tous ses livres et l'aime déjà. Lui, Michel Aumont, un écrivain aussi bourru que connu. J'ai passé ma vie avec vous, Monsieur Parsky. Enfin, je veux dire, quelques années récentes de ma vie avec vous. Mais tout de même, c'est ma vie que j'ai passée avec vous. Ils se diront des mots inoubliables que seul le spectateur entendra, car eux n'oseront. Ne pourrait-on baisser légèrement la fenêtre? Que quelques banalités. Oui, il fait chaud. Il est très difficile de se parler quand on se rencontre comme ça. Je parle très difficilement aux gens que je rencontre dans le train. Il faut une occasion fortuite comme celle qui va arriver dans la pièce pour qu'on ose s'adresser la parole. Une pièce sur ces rencontres imprévues et maladroites que l'on a tous faites et qui laisse un souvenir d'une heure ou d'une vie. Après Nestor Burma, Bouillon de culture, puis Géopolis, consacré ce soir par Claude Sérillon au drame des réfugiés de l'ex-Yougoslavie. Dernier journal, vers minuit 30, en compagnie de Florence Daucher. C'est aujourd'hui l'automne et Isabelle Martinet nous promet un samedi plutôt bien ensoleillé pour la saison. Dans un instant, le point route de Valérie Maurice, le dicton du jour à la Saint-Maurice, gare au Varis. Demain, je vous retrouve à 13h et à 20h. Excellente soirée, merci.